Le café était encore tiède quand elle réalisa que quelque chose n'allait pas. Le tintement habituel de sa cuillère contre la tasse était absent. Le grincement de la porte de la salle de bain qui se refermait. Rien. Le faible bruit de ses pantoufles sur le carrelage. Le son du garage qui s'ouvrait. Même ce fichu podcast qu'il mettait sur haut-parleur en se brossant les dents, disparut. Juste le silence. Elle appela une fois. Aucune réponse. Elle vérifia le placard de la chambre, vide de son côté. Le tiroir où il gardait ses clés, son portefeuille usé, même ce vieux chargeur qu'il n'avait jamais remplacé. Tout avait été vidé comme si ça n'avait jamais servi. Pas emballé, pas caché, juste parti. D'abord, elle pensa qu'il était peut-être parti sur un coup de tête. Théâtral. Elle s'imagina qu'il reviendrait avec un commentaire sarcastique et des fleurs de supermarché passives-agressives. Mais ensuite, elle ouvrit ses emails. Une notification du bureau du cadastre. Objet, confirmation de transfert de propriété. Elle cliqua. L'acte de propriété de la maison était entièrement à son nom. Pas de copropriété. Pas de conditions, juste à elle. Un autre email retentit. Titre de propriété des véhicules. Les 2 voitures étaient maintenant à son nom. Ping. Compte chèque joint. Transféré à son nom. Le solde intact. Elle cligna des yeux. Confuse. Rafraîchit la page. Ouvrit les pièces jointes. Aucune erreur. Aucune fraude. Sa signature était là. Horodatage, 3h02 du matin. Sceau de notaire numérique vérifié. Essayant toujours de comprendre, elle se leva et regarda par la fenêtre. Sa voiture avait disparu de l'allée. Pas garée au coin de la rue. Pas sur le trottoir. Juste partie. Elle ne paniqua pas. Pas tout de suite. Au lieu de ça, elle expira par le nez. Faillit rire. Alors c'est ça, sa crise de colère, marmonna-t-elle en se dirigeant vers la cuisine. Il me cède tout comme s'il était Gandhi. Mignon. Elle se versa le reste du café, encore tiède, et s'assit à l'îlot de cuisine comme n'importe quel autre jour. Sirota lentement, attendant que l'adrénaline monte. Elle ne monta pas. Elle vérifia à nouveau son téléphone. Pas de SMS, pas d'appel manqué. Son numéro ne sonnait même pas. Il était marqué comme inactif. Elle ouvrit l'application de la caméra de sécurité. Dernier enregistrement, 2h47 du matin. Il était là, dans un sweat à capuche sombre, sans valise, tenant juste un dossier en carton. Il monta dans la voiture, et partit. C'était tout. Elle le regarda 2 fois, puis 3 fois, mit sur pause, zooma sur son visage. L'expression était calme, ni amère, ni défaite, juste nette, comme quelqu'un qui sort les poubelles. Elle se pencha en arrière et fixa le plafond, essayant de reconstituer le puzzle. Pas une seule fois en 6 ans de mariage, il n'avait haussé la voix. Il n'avait jamais fait d'exigence, jamais jeté d'objet, jamais trompé, du moins rien qu'elle ne puisse prouver ou même soupçonner. Il restait juste en arrière-plan, stable, silencieux, prévisible. Elle avait l'habitude de plaisanter en disant qu'il était comme une plante d'intérieur. Donnez-lui un peu de soleil et de café et il survivrait à tout. Apparemment, plus maintenant. Et, avant d'aller plus loin, si vous écoutez toujours, prenez 2 secondes pour cliquer sur le bouton d'abonnement. Sérieusement, plus de 97% des gens ne le font jamais, et ça aide vraiment toute notre équipe à vous proposer de meilleures histoires. Bon, retournons à ce gâchis. En fin d'après-midi, elle était passée d'un amusement suffisant à faire les 100 pas dans le salon. Elle ouvrit les tiroirs, vérifia les placards. L'armoire à pharmacie, ses ordonnances avaient disparu. La cuisine, sa bouteille de whisky préférée n'avait pas été touchée. Mais la bouteille de secours derrière l'étagère à épices, partie. Même son sweat à capuche bleue élimée qu'il portait toujours en rentrant du travail avait disparu du crochet près de la porte. Tout ce qui était important pour lui, emporté. Tout ce qui avait de la valeur, donné. Elle appela son travail. La ligne sonna 2 fois. Dylan, de Greystone. Qui est à l'appareil? C'est Maya, la femme de Gavin. Pause. Ah, Gavin a présenté sa démission il y a 2 jours. Avec effet immédiat. A-t-il laissé des coordonnées pour le joindre? Non, désolé.
Tout a été fait par email. Rien en personne. On a pensé qu'il avait trouvé autre chose. Elle raccrocha. Pas d'au revoir. Pas de préavis de 2 semaines. Juste une lettre signée et le silence. Elle appela son meilleur ami, Rob. Mec, dit Rob, d'une voix pâteuse. Je ne lui ai pas parlé depuis le barbecue le mois dernier. Il avait l'air bien, peut-être un peu silencieux. Il était toujours silencieux. Ce soir-là, elle se versa un verre de vin et se tint sur le seuil du garage. Son établi avait disparu. Ses outils, disparus. Même la vieille boîte à outils cabossée de l'université, disparue. À sa place se trouvait une seule chose, un clou rouillé, planté directement dans le mur. Elle le fixa longuement, comme si c'était un indice, un avertissement, une blague, ou peut-être un message. Car même maintenant, une partie d'elle croyait encore que c'était une protestation élaborée. Que dans une semaine, il appellerait d'une cabane dans les bois, lui ferait sa dernière offre, demanderait un accord de divorce, ou essaierait peut-être de la culpabiliser avec l'histoire d'une dépression. Mais alors que le soleil se couchait, que les notifications cessaient et que le silence continuait de résonner dans ses oreilles, elle réalisa quelque chose de troublant. Il n'était pas parti en claquant la porte. Il ne s'était pas mis en colère, n'avait pas pleuré ni supplié. Il s'était volatilisé, complètement, proprement, et cela l'effrayait plus que tout. Le lendemain matin, elle essaya de rappeler, par un étrange mélange de principe et d'irritation, juste pour se prouver à elle-même qu'il n'était pas si théâtral. Mais le numéro ne sonna pas, juste une voix froide et robotique. Ce numéro n'est plus en service. Elle fixa l'écran, essaya à nouveau. Même message. Par habitude, elle ouvrit leur profil Netflix partagé pour regarder quelque chose de stupide, mais le login fut rejeté. Elle réinitialisa le mot de passe. Erreur, compte non trouvé. Spotify, disparu. Amazon Prime, le compte avait été fermé. Elle passa de l'agacement à la colère en quelques secondes. Se précipita sur son ordinateur portable et essaya leur dossier Dropbox partagé. Celui avec tous leurs reçus scannés, les documents d'assurance, les plans de voyage, les photos de mariage, les déclarations de revenus. Il était vide. Un seul dossier restait, intitulé « Archivé », contenant un unique PDF, distribution finalisée selon la clause C. Elle ne se souvenait pas d'avoir signé quoi que ce soit appelé « clause C ». Ne se souvenait pas d'avoir accepté une distribution, mais la signature ressemblait à la sienne et la date correspondait. Il y a 2 ans, nichée entre les papiers de refinancement et la fois où elle avait co-signé l'abonnement à la salle de sport pour son cousin. L'air sembla soudain plus lourd, comme si la maison elle-même s'était déplacée d'1 centimètre de ses fondations. Quand elle ouvrit le frigo, elle remarqua la chose la plus étrange. Rien ne manquait. Et pourtant, tout avait changé. Son lait d'amande, disparu. Sa stupide pâte de piment coréenne qu'il insistait pour mettre dans ses œufs brouillés, disparue. Sa réserve de vitamines dans le placard du haut, volatilisée. Mais la cuisine semblait toujours pleine. C'était ça, la partie troublante. Il n'était pas seulement parti. Il s'était décollé de sa vie. Pas de désordre, pas de drame, juste une ablation. Sa sœur appela plus tard dans la journée. Alors, où est-il? Je ne sais pas, comment ça, tu ne sais pas? Je veux dire, je me suis réveillé et il était parti. Vous ne vous êtes pas disputé? Non. Il n'a rien dit? Non. Il y eut une pause, puis. Eh bien, ce n'est pas normal, Maya. Elle était sur le point de protester quand on frappa à la porte. Livraison FedEx. Elle signa, jetant à peine un regard à l'homme, et déchira l'enveloppe une fois à l'intérieur. Dedans, un avis d'annulation. Son nom retiré du compte vétérinaire du chien. Avec effet immédiat, contact principal mis à jour avec son numéro de portable. Elle le fixa, puis baissa les yeux vers Baxter, leur berger allemand croisé adopté. Il la regarda en retour, la tête penchée, la queue battant doucement le sol. Il ne semblait pas remarquer que quoi que ce soit clochait. Ce soir-là, elle ouvrit le tiroir du couloir où il gardait du matériel technologique divers, câbles, télécommandes, clés USB. Elle ne savait même pas ce qu'elle cherchait. Elle trouva une clé USB avec ses initiales. La brancha sur son ordinateur portable. Rien. Vierge, aucun fichier. Elle lança un logiciel de récupération, parce que, bien sûr,
elle le fit. Un dossier avait été effacé 3 jours plus tôt. Non, testament copie halte. Elle ne savait pas s'il fallait en rire ou en crier. Le lendemain, ses parents passèrent. Sa mère apporta des restes de ragoût, comme si on était encore en 2003 et que Maya se remettait d'une rupture avec un petit ami de fac. Son père se pencha, la voix basse. « Tu es sûr qu'il n'a pas laissé un mot, une lettre, quoi que ce soit ? » « Non. »« Vous ne vous disputiez pas ? » ?»« Non. »« Alors pourquoi est-ce qu'il… » ?»« Je ne sais pas, papa, » lança-t-elle, plus fort que prévu. Baxter gémit. Ils n'insistèrent pas. Mais plus tard, quand sa mère faisait la vaisselle, elle l'entendit chuchoter à son père dans l'autre pièce. C'est comme s'il avait planifié ça. Et c'est là que l'idée s'installa vraiment. Ce n'était pas une dépression. Ce n'était pas une fuite impulsive. C'était une procédure. Chaque jour qui suivit le prouva. Le compte d'épargne joint était intact, toujours accessible, mais tout ce qui portait son nom disparaissait. Même leur playlist de mariage sur Spotify, celle qu'ils n'avaient jamais aimée mais gardée pour elle, supprimée. Même l'ancienne adresse email partagée, celle qu'ils utilisaient pour les factures de la maison, fermée. Quand elle envoya un email à cette adresse, elle reçut une réponse automatique. Cette boîte de réception n'est plus surveillée. Au bout de 2 semaines, la seule chose qui restait de lui était une photo floue sur l'écran de verrouillage de son téléphone, et même cela commençait à ressembler moins à un souvenir qu'à un bug. Sa thérapeute demanda, « Avez-vous envisagé qu'il pourrait être en pleine crise ?» Elle rit. La thérapeute, non. Les gens ne disparaissent pas comme ça sans raison, dit la femme doucement. Maya répondit, « Vous croyez que je ne le sais pas ?» Mais ce n'était pas ça qui la rongeait. Ce qu'elle n'arrivait pas à chasser de son esprit. Il n'avait pas laissé derrière lui la moindre question. Il s'était simplement retiré, comme une vieille rallonge, enroulé et rangé proprement, silencieux, poli, comme s'il avait attendu qu'elle cesse de regarder et avait débranché la prise quand elle avait cligné des yeux. Tout a commencé par un email de son créancier hypothécaire. Objet, mise à jour du créancier principal. Elle pensa d'abord que c'était du spam, juste un de ces trucs de phishing avec des logos mal faits et une grammaire étrange, mais la mise en forme était parfaite. Son nom légal complet, son adresse correcte, l'identifiant de la propriété correspondait. Elle cliqua. Le message était simple. Veuillez noter que le prêt hypothécaire pour la propriété se terminant par -0837 a été acheté par Ashmere Trust Holdings. Aucune action requise. Ashmere. Elle n'en avait jamais entendu parler. Pas de logo, pas de signature, juste une boîte postale dans le Delaware et une assurance sèche que les conditions restaient inchangées. Elle appela la banque. L'agent semblait calme. Trop calme. Oui, madame. Ce trust est maintenant répertorié comme votre prêteur, transféré la semaine dernière. Aucun changement à votre échéancier de paiement. Mais je n'ai pas autorisé ça. Vous n'aviez pas besoin de le faire. C'était une vente en arrière-plan. Parfaitement légale. Ça arrive tout le temps. Mais un trust ? Oui, madame. Pouvez-vous me dire qui est derrière ? Non, madame. Ashmere est une entité privée. Il vous faudrait une assignation pour voir les fiduciaires. Le mot « assignation » la frappa comme une gifle. Elle termina l'appel, jeta son téléphone sur le comptoir et resta là, fumante. La lumière de la cuisine vacilla au-dessus de sa tête. Elle ne bougea pas. Le lendemain matin, son Amex fut refusé à l'épicerie. Elle réessaya, refusé. Sortit sa visa de secours, également refusée. Un peu embarrassée, elle laissa ses courses et rentra directement chez elle, fouillant dans son sac à main pour trouver ses identifiants de connexion. Elle n'avait manqué aucun paiement. Ses soldes étaient bas, son score de crédit solide. Mais quand elle se connecta, les 2 cartes étaient marquées, en cours d'examen pour activité inhabituelle. Pas d'alerte à la fraude, pas d'explication, juste un message vague. Veuillez prévoir 3 à 5 jours ouvrables. Elle appela le service client. Madame, y a-t-il eu un changement récent dans la vérification de vos revenus ou un nouveau privilège sur l'un de vos actifs ? Non. Pourquoi ? Parce que notre système a signalé une discordance avec un document de mainlevée de privilèges tiers déposé en votre nom. Elle se figea. Déposé par qui ? Je suis désolé,
Je ne peux pas divulguer cela sans votre code d'autorisation. Je suis la titulaire du compte. C'est exact. Mais le document ne provient pas de votre compte. Vous devrez déposer une contestation. Elle raccrocha et appela immédiatement son comptable. Gary s'occupait de ses impôts depuis avant le mariage. Un type coincé qui portait toujours des blazers beiges et disait des choses comme « liquidité stratégique ». Il répondit à la deuxième sonnerie. « Maya, j'allais justement t'appeler. Alors épargne-moi le suspense. As-tu signé une mainlevée de privilèges sur ton compte de crédit immobilier? Non. Eh bien, quelqu'un l'a fait, et ça a passé toutes les vérifications, datées d'il y a 6 mois. 6 mois. Ça a déclenché un examen interne de toutes tes lignes de crédit. Je suppose que c'est parce que ça a coïncidé avec l'acquisition de ton hypothèque par ce trust. Il recoupe tout maintenant. Elle se tut. Maya, demanda-t-il. Elle murmura à peine. Il n'est pas si malin que ça. Qui? Mon mari, ex-mari, peu importe. Gary ne répondit pas. Elle raccrocha et se rendit chez sa sœur ce soir-là. Elles s'assirent au bar de la cuisine, mangeant des plats à emporter hors de prix et buvant du chardonnay comme si elles étaient dans un drame de divorce à petit budget. Il n'est pas si malin que ça, répéta-t-elle en piquant un rouleau de printemps. Sa sœur haussa un sourcil. N'est-ce pas lui qui s'occupait de toute la paperasse fiscale? Oui, mais je vérifiais toujours. Sauf les trucs que tu signais sans les lire. La fourchette de Maya se figea en l'air. Détends-toi, dit sa sœur. Je dis juste ça. Il m'a toujours semblé silencieux. Pas stupide. Merci. Elles mangèrent en silence pendant un moment. Tu sais à quoi ça me fait penser, dit sa sœur en versant plus de vin. À ces thrillers d'espionnage où le gars simule sa propre mort et vide les comptes en banque. Il n'a rien vidé. Il m'a tout donné. Exactement, dit sa sœur, les yeux plissés. C'est ça qui est flippant. Il a laissé la maison, les voitures, et a gardé les clés du propriétaire. Tu crois que tu possèdes l'endroit, mais peut-être qu'il possède le sol sur lequel tu te tiens. Maya leva les yeux au ciel, mais son estomac se noua. Plus tard dans la nuit, elle sortit leur vieille boîte d'archives communes, intercalaires, factures de services publics, reçus de garantie. Et en dessous de tout, un dossier marqué, contrat de mariage plus amendement. Elle ne l'avait jamais vraiment parcouru. Il s'occupait de la logistique. Elle était plus du genre à voir les choses en grand. À l'intérieur, enfouie sous des photocopies et des clauses surlignées, elle trouva un document notarié intitulé « Clause de privilège conditionnel activée en cas de dissolution », silencieux, signé, tamponné, daté par elle. Il y a 2 ans. Elle ne se souvenait même pas de l'avoir fait. La seule note dans la marge, de sa main, disait « Ouais, peu importe ». Elle se pencha en arrière dans son fauteuil et fixa le plafond. Et pour la première fois, elle n'était pas en colère parce qu'il était parti. Elle était en colère parce qu'il l'avait mieux planifié qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. L'avocat qu'elle engagea avait des critiques élogieuses sur Yelp et une montre chère. Il portait des costumes ajustés, avait ce ton faussement décontracté qui criait « facturation à l'heure » et parlait par phrases de 3 mots. Pas inhabituel, dit-il après qu'elle lui eut tout expliqué. Un conjoint part, les actifs changent, ça arrive. Elle se pencha en avant. Ce n'est pas un changement. C'est une extraction. Chirurgicale, comme s'il s'était dissous lui-même. Il tapota son stylo. Nous demanderons les dossiers par voie de justice. Bancaire, d'emploi, du DMV. Peut-être qu'il a refait surface quelque part. Il n'avait pas refait surface. Pas une seule fois. Son nom n'existait dans aucun registre d'emploi récent. Aucune entrée de paie. Aucune demande d'allocation de chômage. Son numéro de sécurité sociale n'avait pas été utilisé depuis plus de 13 mois. Pas pour l'assurance maladie, pas pour des ordonnances, pas même pour renouveler une fichue carte de bibliothèque. L'avocat la renvoya à un détective privé, un de ces anciens flics à la peau tannée qui semblait n'avoir pas eu une nuit de repos depuis Nixon. Les gens ne disparaissent pas, dit le détective. Soit ils meurent, soit ils se cachent. Vous êtes sûr qu'il ne s'est pas suicidé? Elle lui lança un regard noir. Il n'est pas mort. Bien. Ça rend les choses amusantes. Elle attendit 3 semaines.
Le détective revint avec un dossier en carton et une tasse de café de station-service. Il posa le dossier sur la table. Votre mari, ou peu importe comment vous voulez l'appeler, ne se cachez pas seulement. Il a évacué. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il n'a pas seulement coupé les cartes de crédit et déménagé dans une cabane. Il a réécrit le système en arrière-plan. Le rapport était méthodique, propre. Il avait liquidé ses comptes personnels 8 mois avant de disparaître. Lentement, toujours en dessous des seuils de déclaration, toujours en sommes arrondies. 2800 dollars par-ci, 3200 dollars par-là, transférés via des plateformes d'échange de crypto-monnaies de second ordre qui n'existaient plus. Certaines adresses avaient été repérées en Roumanie, d'autres au Panama. Les registres téléphoniques étaient clos, sans numéro transféré, sans sauvegarde de messagerie vocale, sans renvoi d'appel. Il n'avait pas seulement disparu de sa vie. Il avait disparu de tous les systèmes qui traquent les gens. L'IRS, le DMV, LinkedIn, Facebook, même sa ligue de football fantasy. Le détective se pencha en arrière. Ce type a-t-il déjà parlé de comptes offshore, de lois sur la vie privée, de choses comme ça ? Elle hésita. Il a mentionné une fois que les lois du Delaware étaient un vrai gruyère juridique pour les entreprises. Homme intelligent, marmonna le détective. Elle essaya de minimiser. Il avait toujours l'air intelligent, de cette manière prétentieuse de rat de bibliothèque, mais il n'était pas comme ça. Le détective haussa un sourcil. Madame, j'ai traqué des membres de cartels qui étaient plus faciles à tracer. S'il n'était pas si malin avant, il l'est devenu, et bien avant de partir. Plus tard dans la journée, elle était assise en face de son avocat, qui fronçait les sourcils devant une longue liste d'enregistrements de sociétés écrans. Il la fit glisser vers elle. Vous reconnaissez l'un de ces noms ? Elle parcourut les noms. Ashmere Holdings, Fireroot LLC, Gideon Recovery Trust. Sa gorge s'assécha. Plusieurs de ces entités recoupent des transferts de terres récents, des consolidations d'hypothèques, et même des services de conseil en santé. Toutes créées au cours des 3 dernières années. Toutes constituées anonymement. Toutes juridiquement inattaquables. Il marqua une pause, regardant par-dessus ses lunettes. Ce n'était pas une crise de nerfs. C'était un plan de sortie. Mais pourquoi, dit-elle. Nous n'étions pas hostiles. Il pencha la tête. Pas besoin de l'être. Parfois, les gens ne brûlent pas les ponts. Ils construisent des tunnels. Ses doigts se crispèrent sur les accoudoirs du fauteuil. Je veux déposer une motion. Quelque chose qui force la divulgation. À qui, Maya ? La banque, le trust, aucun d'eux ne fait rien d'illégal. Vous n'avez aucun motif, aucune plainte. Vous possédez tout ce qu'il vous a laissé, ce qui, soit dit en passant, faisait peut-être partie du camouflage. Elle ricana. Alors je reste assise ici pendant qu'une version fantôme mystérieuse de lui se construit une vie dans l'ombre ? Non, dit-il sèchement. Vous vous adaptez. C'est ce que font les gens quand ils réalisent qu'ils ne connaissaient pas vraiment la personne qu'ils ont épousée. Elle sortit de cette réunion la tête légère, ses talons claquant sur le carrelage du bureau comme un métronome, égrenant les secondes de son ancienne vie. Ce soir-là, elle se versa un verre et s'assit sur le bord du lit d'amis. Son lit maintenant, supposa-t-elle. Elle fit défiler de vieilles photos. Son sourire, son bras autour d'elle dans cette cabane du Vermont, leur dîner d'anniversaire où il avait l'air un peu brûlé par le soleil et heureux. Était-ce réel, ou était-il déjà parti à ce moment-là ? Jouant simplement le rôle jusqu'à ce que le rideau tombe. Elle ouvrit un vieil email, un qu'elle avait oublié, où il lui envoyait un lien vers un documentaire intitulé « Comment disparaître en Amérique ». Elle s'était moquée de lui à l'époque. Quoi ? Tu prépares un tour de magie, avait-elle tapé. Il avait répondu, tu serais surprise de voir à quel point le système s'en fiche une fois que tu arrêtes de le nourrir. Elle n'avait jamais répondu. Elle fixa cette ligne pendant un long moment, la relisant comme une énigme. Il ne lui avait pas échappé. Il s'était effacé des systèmes, des fichiers, de la mémoire. Et elle comprit enfin. Il n'avait pas besoin de courir vite. Il avait juste besoin de commencer tôt. La pièce au-dessus de la quincaillerie sentait la poussière et la soudure. Pas de fenêtre, une seule ampoule vacillante au plafond. Le matelas était posé par terre, en mousse, sans cadre. Une seule armoire métallique cabossée contenait 3 tenues, toutes grises, toutes infroissables. Il s'en fichait.
Il n'était pas là pour être à l'aise. Il était là pour disparaître sans mourir. La quincaillerie en dessous fonctionnait à peine. Le propriétaire, Karl, était une relique asthmatique d'un autre temps qui fumait des menthols dans son bureau et gardait les reçus dans des boîtes à chaussures étiquetées par saison au lieu de date. Gavin, se faisant désormais appeler Ellie, remarqua le chaos dès la première semaine. Il demanda à Karl s'il voulait de l'aide pour trier les comptes. Karl rit, puis toussa, puis dit, « Si tu les mets en ordre, tu peux dormir ici sans payer de loyer. » Alors, il le fit, tranquillement, complètement. Il apprit que le problème n'était pas la trésorerie. Ni le vol. C'était la paresse. Karl payait pour des outils qu'il ne vendait jamais et sous-facturait ceux qu'il vendait. Le système de caisse n'avait pas été mis à jour depuis l'administration Clinton. Ellie réécrivit tout à la main, non par générosité, mais parce que le chaos lui donnait de l'urticaire. Il avait besoin de construire quelque chose, même si ce n'était pas à lui. Pendant la journée, il disparaissait dans les bibliothèques, 3 différentes, en rotation hebdomadaire. Il lisait le droit fiscal, la structuration des SARL, des études de cas de comptabilité judiciaire, surlignait des documents de cours avec des signets invisibles dans son esprit, calme, précis. Il ne parlait que si on lui adressait la parole, ne souriait que s'il le fallait. Il observait le monde comme un homme en guerre contre le bruit. La première année, il aidait la boulangerie de l'autre côté de la ruelle avec ses registres mensuels. La deuxième année, il gérait officieusement les comptes de 5 entreprises différentes. Uniquement en espèces, au noir. Pas de questions, juste des résultats. Personne ne lui demanda d'où il venait. Il avait une politesse du Midwest et un accent qui s'adaptait comme de la fumée. Si quelqu'un insistait, il disait qu'il avait eu une mauvaise rupture et qu'il avait besoin de repartir à zéro. Cela suffisait généralement à faire taire les gens. Tout le monde avait fui quelque chose. Il gardait un ordinateur portable prépayé dans un coffre-fort ignifuge, utilisé uniquement pour les feuilles de calcul et les dépôts à distance. Le seul lien avec son passé était un dossier scellé intitulé « Levier principal ». Il ne l'ouvrait jamais, mais savoir qu'il était là le gardait ancré. Comme une chambre chargée qu'il n'aurait jamais à vider. Les murs de la pièce restaient nus, à l'exception d'une photo. Une couverture de magazine découpée, scotchée au-dessus du matelas. Pas celle d'une personne, mais d'un bâtiment. La légende disait, un quartier local ravivé par un investisseur improbable. Il l'avait découpé non par vanité, mais comme une boussole. Il voulait que son nom soit sur le prochain, et le suivant, mais pas son nom. Eliaï, le nom qu'il avait acheté il y a 3 ans à la succession d'un homme mort, dans un état profitant d'une faille juridique. Il était méthodique, légal quand c'était nécessaire, dans la zone grise quand c'était efficace. Chaque document, chaque identité, chaque compte était superposé derrière des mandataires légaux et des structures non traçables. Il connaissait le système maintenant, non seulement comment vivre dedans, mais comment le saigner sans laisser d'empreinte. Il ne sortait pas, ne se mêlait pas aux autres. S'il avait besoin d'interaction humaine, il arpentait les allées de l'épicerie locale avec un chariot, faisant semblant de faire ses courses tout en absorbant des bribes de disputes et de rires de famille qui ne s'étaient pas effacés. Il n'était pas amer. Il évoluait. L'ancienne version de lui. L'homme qui s'excusait quand sa femme se moquait de lui lors des dîners. Qui payait les factures et se faisait traiter de contrôlant quand il posait des questions sur les dépenses. Cet homme avait été disséqué, étudié et enterré. Eliaï ne s'excusait pas, Eliaï comprenait le pouvoir du levier. La 4e année, Karl lui tendit les clés du magasin. « Je pense à prendre ma retraite. »« Tu la veux ?» demanda Karl, se grattant le cou avec un crayon. « Tu la gères déjà, de toute façon. » Ellie sourit, brièvement, de manière calculée. « Bien sûr, rédigeons les papiers. » Le magasin ne coûta pas cher. Karl ne négocia pas, il voulait juste s'en aller. Ellie l'acheta via une société holding secondaire qu'il avait structurée 6 mois plus tôt. L'acompte provenait de dividendes qu'il avait acheminés via une autre série de contrats de conseil. Le jour où les papiers furent finalisés, il remplaça l'ampoule vacillante de son appartement, non pas parce qu'elle le dérangeait, mais parce que c'était la dernière chose de son ancienne vie qui fonctionnait encore mal. Il garda le matelas par terre. Mais il acheta un coffre-fort. À l'intérieur, il plaça 3 choses. Un nouveau passeport, une carte SIM de rechange, et une petite copie imprimée de l'acte de propriété du terrain sur lequel se trouvait encore la maison de son ex-femme. Pas la maison, le terrain.
Parce que même à 4 états de distance, il le savait. Un jour ou l'autre, elle essaierait de refinancer à nouveau. Et c'est là qu'il lui rappellerait, doucement et légalement, tu peux repeindre les murs, mais tu es toujours sur mon terrain. La baby shower était bruyante, comme le sont toujours les événements entre femmes, un mélange de rire et de politesse forcée. Maya traînait près du bar à Mimosa, feignant de s'intéresser à une tombola de couches tout en vérifiant son score de crédit sur son téléphone comme un tic nerveux. Pas de grands mouvements. La maison était toujours bloquée sous ce nom de trust ridicule. Le refinancement ne passait toujours pas. Son avocat explorait d'autres options, ce qui signifiait attendre de pouvoir se payer un meilleur avocat. Elle afficha un sourire, hocha la tête à une blague sur les vergetures, et prit un gobelet en plastique de champagne jus d'orange d'une femme qu'elle ne reconnaissait pas. Tu devrais lire ça, dit la femme en lui glissant un magazine roulé dans la main libre. Il y a ce type, page 37, un peu génial, et je veux dire, sexy si tu aimes le genre ténébreux. Maya esquissa un sourire crispé, comme si elle était amusée, et le glissa sous son bras. Elle n'avait aucune intention de le lire. Mais quand le troisième jeu de « Deviner la purée » commença, elle s'éclipsa sur le balcon, sortit le magazine et le feuilleta nonchalamment, cherchant une excuse pour regarder son téléphone sans paraître impolie. Page 37. Elle cligna des yeux. Le titre disait « Le capitaliste discret qui fait revivre le district 14 ». En dessous, une photo. Ses doigts s'arrêtèrent de tourner la page. Il se tenait devant une vieille usine de briques, les mains croisées devant lui, costume parfaitement taillé, cheveux plus courts, mâchoire plus nette, l'expression méconnaissable, froide, composée, pas posée, mais en contrôle total. Un fantôme imprimé à l'encre. La légende disait, Gideon Haye, l'architecte financier reclus derrière le High District Revitalization Trust, a discrètement injecté des ressources dans l'un des quartiers industriels les plus négligés de la ville. Ses collègues l'appellent l'investisseur fantôme. Toujours en mouvement. Jamais public, impossible à joindre. Gideon Haye. Ses genoux fléchirent légèrement alors qu'elle s'asseyait sur le fauteuil en fer forgé du patio. Son souffle se coupa. Elle lut l'article 2 fois. Ses méthodes sont peu orthodoxes. Il opère à travers des couches de sociétés en commandite et de holdings. Pas d'interview publique, pas de réseaux sociaux. Même le journaliste admit que le retrouver avait été comme résoudre une affaire classée. Il n'était pas seulement vivant. Il était florissant. Pas dans une grotte. Pas sur une plage isolée avec une fausse moustache et un téléphone prépayé. Non, il avait construit quelque chose, un trust, une holding, tout un quartier à son nom. Elle sortit son téléphone et chercha « Gideon Haye » sur Google. Rien de personnel, juste des articles économiques, des déclarations fiscales, des mentions dans des bases de données immobilières, une photo ici et là, toujours de loin, toujours filtrée par une salle de réunion ou une inauguration. Mais elle connaissait cette mâchoire, cette immobilité derrière les yeux. Elle le connaissait, sauf qu'elle ne le connaissait plus. De retour à l'intérieur, quelqu'un cria de joie à propos d'un gâteau de couche. Maya entra, raide, serrant le magazine comme s'il pouvait disparaître. Elle partit tôt, prétextant une migraine. S'assit dans sa voiture et fixa à nouveau la photo. Pendant tout ce temps, elle avait pensé qu'il s'était retiré pour panser ses plaies. Un fantasme masculin de poil à bois et de solitude. Mais il ne s'était pas volatilisé. Il s'était immergé, et elle ne l'avait pas vu venir. Pire, elle ne l'avait pas cru capable de ça. Chaque fois qu'elle se disait « il n'est pas si malin que ça », ou « il est trop passif », ou « il essaie juste de prouver quelque chose », elle parlait à une version de lui qui n'existait plus. Bon sang, peut-être qu'il n'avait jamais existé. Le nouveau nom n'était pas un déguisement. C'était une mise à niveau. Elle rentra chez elle, se versa un verre, et ouvrit à nouveau l'annonce immobilière de sa maison. Fit défiler jusqu'à la section du propriétaire de la parcelle. Toujours listé, Ashmere Holdings. Elle vérifia le registre des SARL. Ashmere Holdings était détenu par son estomac Nouaille Revitalization Trust. La même entité que dans l'article. Elle ne cria pas. Elle ne jeta pas le verre. Elle se contenta de s'asseoir et de murmurer une seule phrase dans la pièce vide. Oh mon Dieu, il me possède. Pas au sens figuré, légalement. Elle vivait sur un terrain appartenant à l'homme qu'elle avait quitté. Correction. L'homme qui l'avait quitté,
laissant son regard tourné vers le bas pendant qu'il construisait discrètement un gratte-ciel sous ses pieds. Le bâtiment ne ressemblait pas à un endroit où vivaient les fantômes. Il ressemblait au genre de forteresse où la réalité était réécrite. Poutres en acier, verre noir, éclairage doré et doux même à 15 heures. Le genre de hall qui sentait l'argent filtré et l'eucalyptus. High Revitalisation Trust avait une plaque en métal brossée à l'entrée, sobre et discrète, montée à côté des ascenseurs. Elle se tenait là, serrant son sac comme une armure. Ses doigts tremblaient alors qu'elle s'avançait vers le bureau de la réception où une femme à la posture parfaite et une oreillette Bluetooth lui offrit un sourire bouche fermée. « Bonjour, je suis ici pour voir Monsieur High. » La réceptionniste ne s'y pas, « Avez-vous un rendez-vous » ? Non, mais elle sortit son téléphone et montra une photo. Elle et Gavin, lui debout sur une plage, les bras enroulés l'un autour de l'autre, le visage brûlé par le soleil et souriant. « C'est mon mari. » Toujours aucun ciment. « Je suis désolé, madame. Monsieur High n'accepte pas de visiteurs personnels. Je ne suis pas une visiteuse. J'ai été marié à lui pendant 6 ans. J'ai vécu avec lui. La voix de la femme ne monta pas, ne faiblit pas. Il a été clair. Aucune exception. Si vous souhaitez soumettre une demande par écrit, non, lança-t-elle. Non, je ne veux pas soumettre une demande comme si je demandais un prêt. Je veux parler à mon à lui. Juste 5 minutes. Pause. Puis, je vais prévenir la sécurité. Ça suffit. La voix de Maya se réduisit à un sifflement. Savez-vous seulement qui je suis pour lui ? Derrière le mur de verre près des ascenseurs, un homme apparut. Costume gris anthracite sur mesure. Pas de cravate, ligne nette, cheveux courts, épaules carrées. C'était lui. Il marchait lentement, en conversation avec un autre homme en veste bleue, montrant quelque chose sur une tablette. Sa démarche était fluide, ancrée. Il ne la vit pas, ou alors il la vit et ne réagit tout simplement pas, ne tressaillit pas, ne s'arrêta pas, ne regarda pas. Elle s'avança vers le verre. La voix de la réceptionniste la suivit. « Madame, veuillez ne pas approcher de la zone restreinte. » Mais elle ne s'approcha pas davantage. Elle resta juste là, une main pressée contre le verre comme un animal observant quelqu'un qui le reconnaissait autrefois. Son reflet se déformait contre la vitre. Il sortit du cadre, ne tourna jamais la tête. Les portes se refermèrent derrière lui. Et c'est à ce moment-là que ça la frappa. Pas comme une gifle, mais comme s'enfoncer dans des sables mouvants. Lourd, lent, inévitable. Elle n'était plus à lui. Elle n'était plus rien. Elle resta dans ce hall trop longtemps. Assez longtemps pour faire partie du décor. La réceptionniste retourna à ses emails. La sécurité surveillait mais n'agissait pas. Un homme avec un café passa et ne lui accorda pas un regard. Elle n'était pas une menace. Elle était insignifiante. Finalement, elle sortit. Le soleil était toujours vif. Les gens souriaient toujours sur les trottoirs. Un trio de jazz jouait devant un bar à vin de l'autre côté de la rue. La vie, de manière inopportune, continuait. Elle se glissa dans une ruelle à côté du bâtiment et s'assit sur un quai de chargement, respirant comme quelqu'un qui vient de remonter de sous l'eau. Son téléphone vibra. Un SMS de sa sœur. « Des nouvelles ? Tu lui as parlé ?» Elle ne répondit pas. À la place, elle ouvrit l'application photo et zooma sur la photo de la plage. Ses yeux, son bras autour d'elle, le filtre granuleux, une capsule temporelle d'une vie qui avait été discrètement supprimée du cloud. Elle fixa son visage. Il était trop doux, trop ouvert. Il ne ressemblait pas à l'homme derrière ce mur de verre. Parce que cet homme n'était pas seulement différent. Il était construit sur les os de celui qu'elle pensait connaître, et elle n'avait pas été invitée au chantier. La nouvelle avocate était plus jeune que la précédente, plus affamée, plus pointue et moins encline à enrober les choses. Elle avait été recommandée par une amie qui avait vécu un enfer avec un ex-mari qui se croyait malin. Maya se dit qu'elle avait besoin de quelqu'un avec des griffes maintenant, pas du charme. Elles se rencontrèrent dans un bureau stérile du centre-ville. Pas d'art, pas de distraction, juste des documents et une honnêteté fluorescente. L'avocate, Lexi, avait un bloc-notes plein de notes et 2 dossiers qui semblaient avoir traversé une guerre. Un rouge, un bleu marine. « Vous avez dit qu'il vous a tout laissé, n'est-ce pas ?» demanda Lexi, sans lever les yeux. « Oui.
Et vous pensiez que c'était la fin de l'histoire? Maya n'aima pas le ton, mais elle garda une voix égale. Il a cédé la maison, les voitures, les comptes joints. Il n'a même pas contesté. C'est comme s'il voulait que je gagne. Lexi la regarda enfin. Non, Maya. Il voulait vous occuper l'esprit. Elle ouvrit le dossier rouge. Lors du transfert initial des actifs, dit-elle en tapotant la première page, vous avez co-signé une clause intitulée « Conditions contingentes en cas de dissolution personnelle ». Ça vous dit quelque chose? Maya fronça les sourcils. C'était peut-être enfoui dans un des dossiers de refinancement. Je crois qu'il m'a dit que c'était juste une clause standard. Pour le pire des cas. Lexi sourit sans chaleur. Eh bien, il s'avère que ce n'était pas une clause standard. C'était un dispositif stratégique. Elle fit glisser la page vers l'avant. Maya la parcourut. Sa propre signature la fixait. Datée de 18 mois avant sa disparition. La clause disait, en cas de dissolution volontaire du mariage sans contestation légale, tous les actifs physiques et financiers reviendront à la distribution convenue sur la base de l'annexe signée et notariée. Toutes les parties acceptent de renoncer à toute renégociation. Elle cligna des yeux. C'est quoi cette foutue annexée? Lexi ouvrit le dossier bleu marine et en sortit un paquet agrafé. Ça. C'était un détail de tout ce qu'ils avaient possédé. Mais ce qui la stupéfia, ce n'était pas ce qui était listé. C'était comment c'était listé. La maison, à elle, mais seulement la structure. Le terrain, loué indéfiniment à Ashmere Holdings LLC. Les véhicules, à elle, mais les titres de propriété conservaient une clause de dérogation en cas de privilèges fiscaux, redirigeant le contrôle vers le cosignataire principal, qui était toujours, d'une manière ou d'une autre, un trust sous sa seconde entité. Même le registre de la puce électronique du chien avait été modifié 6 mois avant sa disparition pour la lister comme contact d'urgence secondaire. Ce n'était pas seulement qu'il était parti. C'est qu'il avait sculpté sa réalité avant de franchir la porte. Maya se leva brusquement. Ça ne peut pas être légal. C'est blindé, notarié, toutes les signatures sont impeccables. Et le meilleur, c'est que vous avez paraphé chaque page. Je ne savais pas ce que je signais. Ce n'est pas comme ça que les contrats fonctionnent, malheureusement. Lexi sortit un dernier document, un que Maya ne reconnaissait pas du tout. Celui-ci est fascinant. Déposé 6 semaines avant sa disparition. Il a acheté le terrain sous votre maison via une chaîne de sociétés écrans. Ça a commencé avec quelque chose appelé Fireroot Holdings, transféré via 2 intermédiaires au Nevada. Et ça a fini avec Ashmere. Vous vivez sur un terrain que vous ne possédez pas. La mâchoire de Maya se serra. Lexi se pencha en arrière. C'est comme s'il avait transformé toute votre vie en un bail que vous n'avez jamais lu. Elle voulait crier. Au lieu de ça, elle rit, d'un rire sec, amer. J'ai survolé ces papiers sur le canapé en regardant la télé. J'ai demandé si je devais vraiment les lire, et il a dit, tu me fais confiance, n'est-ce pas? Lexi ne dit pas un mot, la fixa simplement. Et ce silence disait tout. Plus tard dans la nuit, Maya sortit le vieux dossier en carton où elle gardait leurs documents de mariage. Enfoui au fond se trouvait une liste manuscrite qu'il avait faite un jour. Une liste de livres à lire ensemble, un jour, quand on ne sera pas trop fatigué. L'un des titres était L'art de la guerre. Elle avait ri quand il l'avait ajouté. Sérieusement, avait-elle dit. Tu penses qu'on va devoir élaborer des stratégies pour notre mariage? Il avait juste souri. Il ne s'agit jamais de guerre, avait-il dit. Il s'agit de préparation. Maintenant, assise seule dans une maison qu'elle ne contrôlait pas techniquement, entourée de meubles achetés avec une carte de crédit en cours d'examen, elle comprenait enfin. Il ne l'avait pas quittée par colère. Il l'avait laissée en échec et mat. L'enveloppe arriva dans un papier crème uni. Pas d'adresse de retour, pas d'écriture manuscrite, juste son nom, Maya Ellis, et une carte scellée à la cire à l'intérieur. Industrial Renaissance Awards, honorant les contributeurs visionnaires en rénovation urbaine. Invité d'honneur, Gideon Haye. Elle relut le nom 3 fois. La première avec incrédulité, la seconde avec confusion, la troisième avec quelque chose qui ressemblait plus à de la fureur. Personne d'autre n'aurait pu l'envoyer. Il devait savoir que ça lui parviendrait. L'événement avait lieu dans 3 semaines. Tenue de soirée, hôtel du centre-ville,
le même lieu devant lequel ils étaient passés des années auparavant. Quand elle avait dit en plaisantant, peut-être qu'un jour, tu seras invité à l'un de ces galas à costard et champagne. Il avait ri, disant, seulement s'ils baissent leurs exigences. Apparemment, il ne l'avait pas fait. Elle hésita à ne pas y aller, ou à s'y incruster en basket juste pour marquer le coup. Mais la curiosité la démangeait trop fort, alors elle prit rendez-vous chez un styliste, loua une robe, bleu nuit, cintrée à la taille, sobre mais saisissante. Elle s'entraîna à marcher, à dire ce qu'elle dirait. Elle voulait faire de lui le fantôme cette fois-ci. Elle arriva en retard exprès. Le hall bourdonnait déjà de bavardage et de musique à cordes. Les photographes tournoyaient comme des moustiques. À l'intérieur de la salle de bal, c'était une forêt de verre, de laiton et d'ambition. Lustre en cristal, badges nominatifs élégants. Des rires qui flottaient juste une seconde de trop. Elle balaya la pièce du regard, puis le vit. Il se tenait près de la scène, en pleine conversation avec un groupe de journalistes, grands, imperturbables, plus vifs que jamais dans un costume noir avec une subtile rayure anthracite. Ses cheveux avaient cette précision négligée de quelqu'un qui peut se permettre de faire semblant de ne pas s'en soucier. Sa posture était sans effort mais ancrée, comme un homme n'ayant rien à prouver et tout déjà calculé. Il souriait, sincèrement. Elle attendit, observa. Il passait d'un groupe à l'autre, serrant des mains, répondant à des questions, hochant poliment la tête quand quelqu'un louait son initiative de redéveloppement de quartier. Elle remarqua quelque chose de terrifiant. Il ne balaya pas la foule du regard une seule fois. Ne la cherchait pas, ne l'attendait pas. Elle s'approcha de la table de champagne et essaya de respirer. La robe semblait plus serrée maintenant. Son cœur battait trop fort, noyant la musique de piano poli de la salle. Elle garda ses distances, suivant son chemin alors qu'il se déplaçait dans l'orbite de la richesse et du pouvoir. Un investisseur au rire à $1 milliard lui dit quelque chose qui fit glousser tout le groupe. Gideon, ou Gavin, ou qui que ce soit maintenant, sourit en retour et répondit. Elle n'attrapa que des fragments. Zonage multiphase, déclencheur de rotation d'actifs, fenêtre de liquidation. L'homme qui passait autrefois 15 minutes à choisir une marque de céréales charmait maintenant les urbanistes et les promoteurs de longue date comme s'il était à sa place parmi eux. Elle attendit qu'il s'éloigne pour prendre un appel près de l'escalier de service. Un de ces vieux escaliers en chêne sculpté destinés au personnel et aux cadres. C'était son moment. Elle le suivit. Il termina l'appel, glissa le téléphone dans sa poche, se retourna et la vit. Ce n'est qu'à ce moment-là. Aucune surprise ne traversa son visage. Pas de sourire, pas de tressaillement, juste une reconnaissance, comme on regarde l'affiche d'un film vu il y a une éternité. « Pourquoi as-tu disparu » demanda-t-elle, les mots secs dans sa gorge. Il l'étudia un instant. Pas comme un homme revisitant un souvenir. Comme un homme scannant un portefeuille à la recherche de risques. Son regard descendit, chaussures, posture, puis remonta à son visage. Elle capta cette lueur, non pas d'affection, mais de confirmation, comme si elle était arrivée exactement comme il l'avait pensé. Ses mains se crispèrent légèrement. Après tout ça, tu ne pouvais même pas me donner une phrase. Il s'approcha, juste assez pour que sa voix n'ait pas besoin de porter. Il la regarda une fois de plus et dit, je vais t'en donner une maintenant. Puis il marqua une pause. Elle attendit. Un millier de versions imaginées de ce moment s'effondrèrent à ses pieds, et il ne lui donna rien. Pas de colère, pas d'excuses, juste le poids froid d'un homme qui ne lui devait ni l'un ni l'autre. Il se retourna vers la salle de bal. Alors qu'il poussait la porte, des applaudissements éclatèrent de l'intérieur. Quelqu'un avait dû l'appeler par son nom. Invité d'honneur. Elle resta figée sur les marches, respirant à peine, sa robe de location se sentant soudain comme un costume pour un rôle dont elle avait été coupée des années auparavant. Elle n'était pas venue pour le détruire. Elle était venue pour lui rappeler qu'elle existait. Mais elle réalisa trop tard. Elle n'était même pas un post-scriptum. Elle était la note de bas de page d'une clause qu'il avait déjà annulée. Il réapparut plus tard dans la soirée sur scène, la main légèrement posée sur le pupitre transparent pendant que le maître de cérémonie énumérait ses distinctions. A revitalisé 4 corridors industriels dans 2 comtés, créé plus de 2000 emplois. A joué un rôle déterminant dans la formation de modèles urbains durables maintenant copiés dans 6 autres États. Et pourtant parvient toujours à éviter chaque objectif que nous lui tendons. Veuillez accueillir notre invité d'honneur, Monsieur Gideon Haye.
Les applaudissements éclatèrent comme une vague. Il marcha lentement vers le microphone, hochant légèrement la tête, sans jamais se vanter. Il parla brièvement, avec assurance, remercia les urbanistes, les organisateurs communautaires, les donateurs anonymes, n'utilisa pas une seule fois le mot « je ». Elle regardait depuis le bord de la salle de bal, pas dans la foule, mais juste à l'extérieur, derrière une colonne florale, à moitié cachée. Elle n'applaudit pas. Elle ne respira pas. Il était accompli. Pas en train de jouer un rôle, pas en train de monter. Accompli. La boucle était bouclée. Solide. L'homme qui se tenait autrefois derrière elle lors des fêtes comme une arrière-pensée polie était maintenant le centre de gravité de la pièce. Tout le monde se penchait vers lui, même ceux qui ne savaient pas pourquoi. Les applaudissements durèrent plus longtemps que prévu. Et puis il descendit de la scène. Elle sortit de derrière la colonne, traversa la piste de danse, passa devant les donateurs et les journalistes et le couple souriant de tout à l'heure qu'il avait prise pour une serveuse. Elle se plaça de nouveau devant lui. Cette fois, il marqua une pause. Juste un souffle. Pas par déférence. Par finalité. Je t'ai posé une question, dit-elle, la voix plus basse maintenant. Moins de tremblement, moins de supplication. Il ne répondit pas, l'étudia simplement à nouveau. Pas avec méchanceté, avec un désintérêt total. Et puis il s'approcha. Si près qu'elle pouvait sentir l'eau de Cologne chère et subtile qu'il portait maintenant. Pas le Old Spice dont elle se moquait autrefois, quelque chose de plus frais, de plus sec. Il la regarda dans les yeux. Parce que le silence, dit-il, apporte la paix la plus retentissante. Elle cligna des yeux. Puis il la contourna sans effort, sans même effleurer son bras. Il traversa la salle. Quelqu'un lui tendit un verre. Une jeune femme avec un badge et un presse-papier se pencha pour lui murmurer quelque chose à l'oreille. Il sourit faiblement et hocha la tête. Puis les lumières changèrent à nouveau. Un nouveau nom appelé sur scène. Une nouvelle salve d'applaudissements. Et il était parti, consumé par cela. Pas caché, juste absorbé. Maya ne le suivit pas, ne pleura pas, ne bougea pas. Elle resta là, les talons douloureux, le maquillage tenant bon, mais l'intérieur effondré. Pas parce qu'il l'avait battue, mais parce qu'il n'en avait jamais eu besoin. Il n'avait pas crié, pas jubilé, n'avait pas cherché vengeance ni même catharsis. Il lui avait laissé tout ce qu'elle pensait vouloir et avait construit le reste ailleurs. En silence, en paix, en plénitude. Elle était restée avec le bruit, les échos, les insupportables, et si. Personne ne la remarqua alors qu'elle se glissait par la sortie de service dans la nuit froide. Les étoiles étaient cachées derrière la lueur des lampadaires. Son reflet la suivait dans chaque vitrine qu'elle passait. Une femme en robe de soirée, maquillage parfait, marchant seule. Le trottoir se fichait de qui elle était. Lui aussi. Plus maintenant.